Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous présenter tous les jeux de plateau, tous les jeux de stratégie qui pour nous ont marqué l'année 2023, une année dans laquelle on a joué à des dizaines, des centaines de choses. On a fait un tri, une sélection des choses qui nous semblaient les plus pertinentes, de celles qu'on avait le plus envie de vous recommander, qui selon nous sortaient un peu du lot. Ces choses-là, vous pourrez venir dans notre magasin, 30 rue des Lois à Toulouse, pour les regarder, pour en discuter avec nous. Ils sont tous commandables et consultables sur le site internet. Il y a l'adresse qui apparaît là, ouais, juste là. On pourra vous l'expédier pour que vous les ayez à Noël. Ces jeux, il y en a une douzaine, une quinzaine. Les plus érudits d'entre vous diront qu'il en manque, mais c'est très compliqué de faire des choix. Mais pour autant, c'est ce qu'on a fait. Vous allez retrouver là-dedans des jeux pour jouer à deux, des jeux coopératifs, des jeux pour jouer avec toute votre famille ou vos amis qui ne sont pas forcément passionnés de jeux, et à l'inverse, des jeux pour jouer à des choses qui soient beaucoup plus profondes, stratégiques, sans doute avec un petit peu plus de règles, des jeux pour les passionnés. Un petit peu le tout, ma bonne dame. On va commencer du plus simple vers le plus complexe, vers le plus dense. En avant pour la sélection. Si vous cherchez un jeu à offrir à votre amoureux, à votre amoureuse ou à un couple d'amis qui aiment bien jouer, vous pouvez leur offrir Danger de blé. C'est un jeu à deux qui va se mettre un peu dans le même créneau qu'un Seven Wonders Duel, mais qui aura quand même beaucoup de personnalité qui fait que les deux ne feront pas doublon. Dans ce jeu, vous allez devoir faire deux choses, fabriquer du pain et fabriquer de la bière. Et votre but, c'est d'en faire autant l'un que l'autre, parce qu'à la fin, votre score, ce sera le plus petit des deux. Si je fais que de la bière mais pas de pain, je vais marquer 0 points, et j'ai pas trop envie que ça arrive. Il y a un truc très malin dans le jeu, c'est qu'à mon tour, je vais simplement jouer une carte, mais chaque carte, je peux m'en servir de 3 façons différentes. Donc même avec très peu de cartes en main, je vais avoir plein de possibilités et plein de choses que je pourrais faire à mon tour. En plus de ça, on va pas mal interagir avec l'autre, parce que les cartes que je n'ai pas jouées, je vais les donner à mon adversaire. Donc j'ai pas envie de lui donner des coups qui vont l'arranger. Et là, je rentre un tout petit peu dans le détail, mais je vais devoir stocker des céréales pour fabriquer mon pain et ma bière, et j'ai très peu de place pour le faire. Si j'en produis un petit peu trop, le surplus, c'est cadeau pour mon adversaire. Et autant j'ai envie de faire des cadeaux de Noël, autant faire des cadeaux à mon adversaire dans une partie de Danger de blé, j'ai pas trop envie que ça arrive. Vous êtes parti pour environ 30 minutes de jeu et il vous faudra quand même quelques parties avant de comprendre un petit peu où le jeu vous menez. C'est un jeu qui va un petit peu vous résister au début. Pas compliqué, mais il va falloir un petit peu de temps pour le maîtriser. Et le prix de la plus jolie couverture de jeu est attribué à Dracula versus Van Helsing. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. C'est Weberson Santiago aux illustrations, le même monsieur qui a fait La Familia, c'est Maxime Rambourg et Théo Rivière derrière pour la mécanique de jeu. Et ça nous vient d'un éditeur coréen du Sud qui s'appelle Mandu. C'est Dracula versus Van Helsing. Un jeu à deux. Figurez-vous qu'il y en a un qui va être Dracula et l'autre qui va être Van Helsing. On se retrouve dans un esprit de jeu un petit peu à la Shoten Totten, à la District Noir, à la Jekyll vs Hyde. Ça, c'est pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé les années précédentes sur la chaîne. Donc, un petit jeu de cartes d'affrontement dans lequel, au centre de la ville, 5 quartiers avec tout plein d'habitants à l'intérieur. Dracula comme Van Helsing vont s'affronter à coups de cartes afin soit de sucer le sang des habitants de la ville, ou alors, si c'est Van Helsing qui remporte le duel de cartes, de faire tomber la santé de Dracula. Plusieurs manches qui s'enchaînent au fur et à mesure, à vous de faire en sorte que votre clan soit victorieux, de manipuler les atouts, de changer vos cartes, de récupérer celles qui vont bien, d'intriguer, le tout avec une édition canon. Petit jeu de cartes d'affrontement qui dure une vingtaine de minutes. Vous savez, le genre de truc on fait, bon on fait une partie, bon allez, on fait une revanche. Attends, on va faire une revanche, mais cette fois-ci on va changer de camp. Vous l'avez peut-être déjà vu cet esprit de jeu-là dans Mr. Jack. Dracula Van Helsing, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est très fort. Quand on est passionné de jeu, il y a toujours un jeu à deux qu'on a chez nous, auquel on a excessivement joué avec un ami ou avec la personne qui partage notre vie. Un jeu auquel on a tellement joué qu'on a l'impression que c'est un peu le nôtre, que c'est le jeu qu'on partage avec cette personne-là. Et cette sensation, c'est ce que vous propose de faire vivre SkyTeam. Un jeu à deux, coopératif, dans lequel avec votre coéquipier et votre coéquipière, vous allez tenter de piloter un avion. Au centre de la table, un tableau de bord de pilotage d'avion. Et sur ce tableau de bord, il va falloir y poser des dés pour faire en sorte d'équilibrer les ailes de l'avion, de sortir des trains d'atterrissage, de préparer les freins, de régler le moteur. Il y a tout plein de choses à faire pour que cet avion puisse atterrir.
ça a l'air compliqué, c'est normal, ça l'est. Mais heureusement, c'est coopératif et avant le début de la partie, vous allez pouvoir discuter avec votre partenaire du plan que vous allez établir. Alors d'abord, on pourrait faire ça, après il faudrait dégager la piste d'atterrissage, après il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Vous allez en discuter. Par contre, une fois que vous avez fini de discuter, vous allez jeter des dés derrière votre paravent qui risquent peut-être de contrarier un peu vos plans. Et à ce moment-là, c'est trop tard pour en discuter avec votre coéquipier. Vous allez voir tout le stress, toute la tension qu'il peut y avoir, vous dire oh, ça va pas marcher, comment on va faire? Si je pose un dé là, est-ce qu'elle va comprendre qu'en fait le plan, il faut absolument le changer parce que j'ai pas eu les dés qu'il faut? C'est un jeu dans lequel vous allez devoir aussi bien lire le jeu et la stratégie que lire votre coéquipier pour vous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment on va faire pour s'en sortir? Et puis, vous n'allez pas vous en sortir au cours d'une seule partie. C'est toute une campagne dans laquelle vous allez passer à travers 11 aéroports, il y a une vingtaine de scénarios à l'intérieur. Vous allez un peu faire le tour du monde avec Les Scorpions Masqués, un éditeur québécois à qui on doit Turing Machine et Zombie Kids. On pourra dire désormais qu'on leur doit SkyTeam. Parce que même si le thème de l'aviation peut vous rebuter un peu, vraiment passer au-delà, le jeu propose des sensations assez géniales. Noël, c'est une fête qu'on aime bien passer ensemble, en famille, dans lesquelles on aime bien avoir des débats houleux, et c'est un peu ce que vous allez pouvoir faire dans The Ark Project. C'est un jeu qui est coopératif, dans lequel vous allez discuter tout du long de la partie pour essayer de résoudre des plans. Chacun de votre tour, vous allez devoir jouer une carte, et votre but est d'essayer de contrer des méchants pour récupérer des œuvres d'art qu'ils ont volées. Le but du jeu, ça va être donc de déterminer dans quel ordre vous allez devoir jouer vos cartes. Parce que moi, ma carte, elle me demande de dépenser telle ressource. Ah oui, mais on l'a pas. Donc il faut quelqu'un jouer une carte qui permet de la produire, etc., etc. On n'a pas le droit de se montrer nos cartes, il faut juste discuter pour trouver un plan et réussir à le mettre à exécution. Chacune de vos actions aussi fera apparaître des méchants sur le plateau et il va falloir les gérer en leur tapant dessus dans la joie et la bonne humeur. Si je vous le conseille, c'est parce que c'est un jeu qui a l'avantage de pouvoir se jouer à 1 voire à 2 et aussi de pouvoir jouer à 6. Selon si vous avez une petite ou une grande famille ou s'il y a beaucoup de gens qui ont envie de jouer ou pas, vous pouvez le sortir à votre table, ce sera pas trop compliqué à expliquer et facile à prendre en main. En plus de ça, vous avez 6 plateaux différents à l'intérieur de la boîte qui proposent chacune des petites mécaniques différentes, donc vous allez pouvoir avoir tout plein de challenges à essayer de valider. Et ça, vous pouvez le voir évidemment sur les plans qui ont été faits, mais en plus de ça, le jeu est magnifique, donc ça ne gâche rien, au plaisir. Ah ça y est, ça tourne déjà? Et oui, ça tourne! Avec un clap. Ça tourne, c'est un jeu coopératif qui se joue de 2 à 4, dans lequel on va incarner une équipe de production de films, et on essaye de faire le meilleur film possible, ou alors le pire, mais un bon nanar alors. Dans le principe, à chaque tour, vous allez lancer des dés qui représentent de la lumière, des caméras, des acteurs, ce genre de choses. Vous allez les poser sur différentes actions, réaliser éventuellement des scènes, et quand vous avez réalisé 5 scènes, vous avez votre film, vous allez peut-être gagner. Et à la manière d'un Pandémique, par exemple, à chaque fin de tour, quand vous avez fait vos actions, le jeu va vous taper dessus. Il va vous dire hey, t'as besoin de plus d'argent, t'as pas assez de temps, etc. Par exemple, il y a des situations bien débiles où une scène qui devait se tourner de nuit, finalement, elle a besoin d'être tournée en plein jour. Donc il va vous falloir de la lumière supplémentaire sur votre studio de tournage. Pour pallier ça, on a des super idées. Par exemple, vous allez pouvoir remplacer pour une scène des acteurs, des vrais acteurs, par des silhouettes en carton. Du coup, plus besoin de dés avec les faces acteurs. Tout le jeu, en fait, c'est un enchaînement de situations drôles. Même les scènes que vous allez créer, vous allez pouvoir en faire une histoire à la fin et quand vous allez vous raconter en général, ça a son petit lot de fou rire. Et sous ces airs de jeu qui est juste drôle, juste marrant et tout ça, non, il y a un vrai jeu assez compliqué où il va falloir faire des choix et faire des bons choix pour réussir à monter notre film. Donc si vous connaissez des gens qui aiment bien le cinéma, l'univers du cinéma et qui aiment bien rigoler, ou les deux, je vous conseille Ça tourne. Il y a 15 ans, quand je suis arrivé au passe-temps, je connaissais pas tous ces jeux, j'avais joué à très peu de choses dans ma vie. Et je suis arrivé dans ce magasin où tout à coup je pouvais jouer à tout ce que je voulais. Alors j'ai demandé à Bruno, l'ancien gérant, je dis mais je commence par jouer à quoi? Et le premier jeu de toute ma carrière qu'il m'est tendu, hop, c'est Take It Easy, c'est lui. Ce soir-là, il y a 15 ans, j'en ai fait des parties jusqu'au bout de la nuit. Et depuis, je l'ai fait découvrir à ma famille et c'est devenu le jeu de Noël. Le jeu auquel on joue avec plaisir, que ce soit mon petit-neveu, mes grands-parents, mes parents. On est dans un petit jeu de plateau, aussi moche que Skijo. Alors on va se le dire, c'est pas très beau, Take It Easy. Mais c'est le plaisir de piocher les petites tuiles que vous venez poser sur un plateau, d'essayer d'aligner les choses correctement, de râler, dire « Ah, il me faut absolument cette pièce, pioche celle-là, non, pas ça !» Il y a cette ambiance un peu de loto. Vous voyez un peu la fête de village où on espère que « Oh, allez, pioche le 12 ! L'Aveyron !» Bon, il y a ça dans Take It Easy. Qui fera le meilleur plateau? Qui arrivera à aligner tout ce qu'il faut? Ça joue de 2 à 6. C'est chill, c'est 15 minutes une partie. Vous en ferez pas qu'une, vous en ferez des tas de parties à la suite.
Et il y a ce plaisir des jeux de plateau, des jeux familiaux, qui fédèrent toute une famille. Ça n'a l'air de rien, comme pas mal de très bons jeux. C'est assez haut dans mes recommandations. Si vous êtes plutôt d'humeur solitaire ou que vous avez envie de convertir des gens aux jeux de société, vous pouvez les faire jouer à Dorf Romantique. C'est un jeu qui marchera même pour les enfants à partir de 8 ans. Dans Dorf Romantique, vous allez tout simplement essayer de construire un décor. À votre tour, vous piochez une tuile, vous la posez sur la table, à côté d'une autre, et vous essayez de faire des champs, des voies de chemin de fer, des forêts, des villes. Et tout ça, au fur et à mesure de la partie, ça va vous rapporter des points. Une fois qu'il n'y a plus de tuiles, la partie est finie. Et votre score, on s'en fiche. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu. Votre but, ça va être tout au long des différentes parties de débloquer du contenu. Il y a un petit côté succès comme dans un jeu vidéo. En même temps, c'est tiré d'un jeu vidéo. Et au fur et à mesure des parties, donc, vous allez débloquer des nouvelles tuiles, des nouvelles missions. Et vos objectifs, ça va être à vous de vous les fixer. Le jeu vous dit pas « vous êtes nul, vous avez perdu ». Ça va être à vous de vous trouver votre façon de gagner et votre façon de vous amuser avec le jeu. Il y a un côté un peu excitant aussi d'aller ouvrir les petites boîtes et d'essayer de tout gagner, essayer de voir jusqu'où le jeu veut vous emmener. Et contrairement à beaucoup de jeux du genre où on ouvre des boîtes et on fait une campagne, une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez redémarrer une nouvelle campagne. Vous pouvez vous fixer un défi, genre réussir à terminer le jeu en seulement 10 parties, essayer de faire le plus grand score possible, etc. etc. À vous de trouver comment vous amuser avec Dorf Romantique. Depuis des années, des jeux de plateau avec des tuiles, il y en a des tonnes, des Azul, des Acropolis. Celui qu'on a envie de mettre en avant cette année, c'est Neotopia. Un jeu que vous connaissez peut-être pas parce qu'on l'a fait venir en import d'Allemagne. Il n'existe pas encore en France, mais vous avez la règle en France à l'intérieur et il n'y a pas de texte sur le matériel. Pas de problème, tout le monde va pouvoir y jouer. Le principe dans Neotopia, c'est que vous participez à la création d'une ville en mettant des petits pions de couleur dans 3 quartiers différents. Et vous allez pouvoir construire ensemble les 3 différents quartiers. Votre but, c'est de valider des missions que vous avez en main qui vont vous demander d'aligner 3 pions rouges, de mettre 2 pions violets et 2 pions bleus les uns à côté des autres. Et quand vous faites ça, vous posez votre carte, vous marquez des points. Oui, mais tout le monde participe à la création de ces quartiers, donc vous allez pouvoir vous bloquer les uns les autres. Et puis à la fin de la partie, vous marquez des points dans vos 3 quartiers différents, mais celui où vous avez le moins marqué de points, vous marquez vos points 3 fois. Donc vous avez envie d'essayer d'équilibrer, vous avez envie d'être aussi bon partout pour essayer de remporter plus de points que vos adversaires. C'est ultra malin, la règle s'explique en 3 minutes, et ça fait jouer tout le monde. Vous la voyez, cette boîte dans le décor depuis le début de la vidéo, vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est que cette boîte des Aventuriers du Rail ?» Eh bien, cette boîte des Aventuriers du Rail, c'est les Aventuriers du Rail, légende de l'Ouest, aussi nommés les Aventuriers du Rail Legacy. Ils essaient Legacy, qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les Legacy, dans le monde du jeu, c'est un truc assez magique. Ce sont des jeux qui évoluent au fur et à mesure des parties. Quand vous allez vous lancer dans une partie des Aventuriers du Rail Légendes de l'Ouest, vous allez réunir 2-3 personnes autour de vous. Et vous allez faire la première partie du jeu. À la fin de cette partie-là, vous allez ouvrir des boîtes dans lesquelles il y a du matériel, des règles, des nouvelles options de jeu, peut-être des nouveaux plateaux qui apparaîtront pour la partie d'après. Et à la fin de la partie d'après, il y aura encore du contenu qui apparaîtra pour la partie encore d'après. Les Aventuriers du Rail Légendes de l'Ouest, ce sont 12 parties, dans lesquelles vous serez en compétition avec les autres joueurs, pour savoir qui deviendra le meilleur entrepreneur des chemins de fer du Far West. Une compétition qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Qui va gagner? Qui va le mieux s'adapter à toutes les règles qui apparaissent et disparaissent au fur et à mesure? C'est un festival de surprises, c'est les Aventuriers du Rail All Stars. C'est vraiment des jeux cultes du monde du jeu, les Aventuriers du Rail. Tous les gens qui aujourd'hui jouent beaucoup, et je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ont déjà joué aux Aventuriers du Rail parce que c'est trop addictif, c'est trop plaisant à jouer. Et dans les Aventuriers du Rail Légendes de l'Ouest, chaque boîte est l'occasion de découvrir une nouvelle facette, un nouvel aspect des Aventuriers du Rail. Pour qui aime le genre, c'est vraiment trop cool. Et puis, les jeux Legacy, c'est trop chouette à vivre avec les gens. Vous avez... un peu comme quand on fait un match de foot, vous allez débriefer, dire « Ah, et t'as fait ce coup-là, et quand on a trouvé tel élément dans telle boîte, je crois que ça t'a favorisé, mais non, que c'est toi !» C'est un jeu qui crée du débat, qui crée de la discussion, qui crée du vécu avec les gens. C'est pour ça que ça nous a semblé être un super chouette cadeau de Noël, une très belle promesse pour l'année 2024 à venir. Quand on se réunit avec des amis autour d'une table, c'est pour qu'ils se passe quelque chose entre les joueurs. Sinon, on jouerait à distance sur des jeux vidéo où on n'inviterait pas ses amis. On veut qu'autour de la table, ça discute, il se passe quelque chose. On veut interagir avec les potes, les convives, les gens qu'on a invités pour jouer à ce jeu-là. Certains jeux sont plus ou moins propices pour ça. Il y a vraiment des jeux dans lesquels on reste dans son coin, on gère son truc et c'est tranquille. Mais dans Kaori,
Pas du tout. Là, vous êtes là pour aller chercher la personne au bout de la table et venir un peu l'attaquer, négocier. Vous alliez avec lui, avec elle. Dans Kaori, vous voilà en Nouvelle-Zélande et vous incarnez chacun, chacune, personnalité différente de l'île. Vous pouvez être les kiwis. Vous commencerez la partie avec tout plein des kiwis sur le jeu. Comme chaque kiwi font des points, bravo, vous commencez la partie avec plein de points. À côté de vous, vous aurez une personne qui incarne les possums, une sorte de rats qui vont tenter de pulluler sur l'île au fur et à mesure. Mais alors eux, il va falloir qu'ils augmentent leur taux de natalité. Quelqu'un autour de la table incarne un anglais qui est là pour couper des arbres. Et peut-être qu'à un moment, il faudra qu'il se pose la question de décimer les colonies de rats qui vont pulluler au fur et à mesure. Et dans tout ça, la Maori qui tente d'équilibrer un peu toutes les forces et de construire des temples protégés un petit peu partout sur l'île. Nous avons donc 4 personnages autour de la table, 4 antagonistes, 4 personnes qui doivent, pour gagner, contrarier les plans des adversaires. Et parfois, s'allier entre eux pour dire hop hop hop, il faudrait maintenant que tu attaques le kiwi parce que quand même depuis le début du jeu, on trouve qu'il s'en sort trop bien. Le tout avec un principe de jeu où à chaque tour on joue une carte. C'est d'une simplicité absolument confondante. C'est ce qu'on appelle dans le monde du jeu des jeux asymétriques. Un des jeux les plus flagrants du genre étant Root, mais Root s'adresse à des gens qui veulent s'investir vraiment dans une règle du jeu, certes pour des parties magiques. Kaori reproduit la même magie, mais vous êtes capable d'y faire jouer tout le monde au cours d'une soirée et de vous dire, bah tiens, si on faisait un Kaori, c'est faisable. Tout le monde peut y jouer en 10 minutes, le tout au service d'un jeu assez mouvementé. Mais c'est ça qu'on veut, vivre des choses autour d'une table. C'est un des jeux de plateau qui a marqué l'année 2023. Un des jeux les plus fédérateurs que vous pouvez faire jouer à des enfants comme à des adultes. Un classique du monde du jeu qui avait même inspiré les Aventuriers du Rail, qui avait disparu depuis des années. Ce jeu-là s'appelait autrefois Grand Safari et il revient en 2023 avec une édition réaugmentée, des illustrations somptueuses de Yann Valéani. Ce jeu-là, c'est Expédition autour du monde. On va se retrouver aux magies, aux merveilles, avec une immense carte du monde. Dans l'expédition, nous incarnons des voyagistes et nous possédons en main tout un tas de cartes de merveilles du monde. Ce sont les lieux secrets dans lesquels on essaye de faire voyager des groupes de touristes qui se baladent sur le plateau. Et autant vous dire que les missions secrètes, on n'a pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes intentions les uns les autres au bord de la table. Ce qui fait que ces groupes de voyageurs, on va se bagarrer pour les amener dans les lieux qui nous intéressent et pour éviter qu'ils aillent dans les lieux secrets que possèdent vos adversaires autour de la table. 3 groupes de voyageurs. On passe son temps à dire hop hop hop, venez vers là. Non non, hop, je vous enlève. Demi-tour, vous partez vers l'océan Indien. Et si on allait plutôt en Russie? Ça tire dans tous les coins. C'est plein de mouvements. Ça va râler, ça va chouiner autour de la table. Mais c'est très vivant. Ça rigole beaucoup autour du jeu. Ça coûte une trentaine d'euros, ce qui aujourd'hui, dans le monde des jeux de plateau, est très peu. Ça se joue de 2 à 6. Autant à 2, c'est très tactique. À 6, c'est un joyeux bazar, mais c'est très amusant. Et cette chose-là, vous y faites jouer très facilement n'importe qui. Qui plus est, je vous l'ai dit, avec le charme de la carte géographique qui fait toujours son effet. Voilà, ça, je suis super content que ça a été réédité. J'étais un peu à la manœuvre, on a fait toute une grande vidéo sur la chaîne dans laquelle je me balade sur le plateau pour vous expliquer la règle. Ça, vraiment, des gens qui aiment bien les jeux de plateau, les colons de Catane, Carcassonne, les Aventuriers du Rail, vous pouvez y aller. Vous pouvez leur offrir Expédition autour du monde où ils seraient ravis. C'est une des grandes tendances ludiques de ces dernières années, une tendance initiée par un jeu qui s'appelle Wingspan, à tire d'aile, le jeu des oiseaux. J'ai nommé la tendance des jeux sur la nature. Chaque année, il y en a tout plein qui sont publiés. Des jeux de gestion de plantes en pot, des jeux de gestion d'abeilles, des jeux de repopulation de la végétation sur la Terre. Et dans ces jeux-là, il y a une chose qui cette année nous semblait absolument incontournable, aussi bien parce que très efficace à 2, à 4, vraiment pas cher. Et puis il y a cette envie de dire, attends, on va faire une revanche, parce que j'aimerais en faire une autre partie, c'est le petit forêt mixte. Dans forêt mixte, vous cherchez chacun à planter devant vous une forêt, à faire pousser des chênes, des marronniers, à mettre des écureuils, des limaces, des escargots, des buissons. Vous créez votre petite forêt devant vous, le tout avec des cartes. Et le principe du jeu est tout simple, à chaque tour vous avez le choix entre jouer des cartes de votre main ou piocher des cartes. Soit de la pioche, soit les cartes qu'ont jetées vos adversaires. Parce que dans forêt mixte, chaque fois qu'on doit poser une carte dans sa forêt, il faut
qu'on jette des cartes de notre main au centre de la table. Partant de là, chaque carte a sa spécificité. Un écureuil vous rapportera plus de points si vous le posez à l'intérieur d'un chêne. Les crapauds rapporteront plus de points si vous les mettez tous les deux dans le même buisson. Il va falloir comme ça agencer ces cartes entre elles et leur faire en sorte qu'elles se fassent marquer un maximum de points les unes les autres. Le tout dans une simplicité de règles et de moyens. Et comme tous ces jeux sur la nature, ça reste des jeux très apaisants. Des jeux qui profitent d'un calme, d'une lenteur de jeu, propice à des parties à deux en fin de soirée après une journée de boulot. Franchement, ça fait du bien. C'est 28,60 €, ce qui de nos jours dans le monde du jeu n'est vraiment pas grand-chose. Ça, si vous connaissez des gens qui aiment bien les petits jeux de cartes, les Seven Wonders Duel, les Wingspan, vous pouvez y aller, ça leur fera plaisir. Bon, les jeux de cartes à combo, en général, c'est quelque chose qui me plaît. Et cette année, il y en a un qui m'a pas mal surpris, parce que la première partie m'a fait ramer. C'est The Veil of Eternity. C'est sorti pas de nulle part, mais disons que moi, je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un jeu à combo assez classique. Vous allez essayer de faire une course au point, en 60 points, etc. Mais tout le sel vient des contraintes qui vous sont imposées par le jeu. C'est-à-dire que vous n'avez pas des ressources illimitées, vous avez des jetons qui ont des valeurs définies. Vous ne pouvez pas faire de la monnaie. Vous avez un nombre de cartes limité dans votre tableau à chaque manche. Et si vous voulez vous débarrasser d'une carte qui ne vous plaît plus, qui ne vous sert plus, vous n'avez plus d'utilité, là aussi il faut payer. Vous passez votre vie en fait à chercher l'optimisation entre les jetons que vous pouvez récupérer, les cartes que vous pouvez payer, les autres, etc. Et c'est une course. Donc il faut être bien plus efficace que ses adversaires pour réussir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les effets des cartes ne sont pas simples. Ça va être des effets un peu plus rigolos, un peu plus originaux que ce que vous avez peut-être l'habitude de voir. Et chaque carte n'est pas forcément utile à chaque partie, mais vous sentez qu'il y a un potentiel pour faire des gros combos sous réserve d'avoir construit peut-être autour d'une carte que vous avez reçue au début. Rien que ça, c'est très malin et ça fait des parties qui ont des beaux retournements de situation. Malheureusement, s'il fallait lui trouver un défaut, c'est sa date de sortie. C'est-à-dire qu'on va le recevoir, il sera presque Noël. Donc si vous voulez l'avoir pour le récupérer en magasin, ça devrait être faisable pour avant Noël. Si c'est pour offrir, possiblement on aura des petits soucis d'expédition, ça sera pour quelques jours après. Donc The Veil of Eternity, ça fonctionne particulièrement bien à 2, mais ça peut se jouer jusqu'à 4. Et si vous aimez les petits jeux de cartes à combo qui se jouent en une trentaine de minutes chrono, celui-ci je pense qu'il est pour vous. Il n'était pas dans le décor depuis le début, je peux pas l'attraper comme tous les autres. C'est la Familia. Couverture de Weberson Santiago. Un jeu de Maximilian Mariatiel avec Feuerland aux manettes. Feuerland, c'est les gens qui, l'an dernier, excusez du peu, nous ont amené en France Ark Nova. Rien que ça. C'est les gens qui ont fait Projet Gaïa, Terra Mystica. C'est une grande maison d'édition allemande qui font toujours des jeux qui, mondialement, font leur effet. La Familia, c'est très atypique. C'est très particulier. C'est un jeu qui est fait pour être joué à 4. Et non pas à 4, chacun les uns contre les autres, non. À 2 contre 2. Vous incarnez des familles siciliennes, des mafieux, et vous êtes là pour prendre le contrôle de l'île. Chaque fois que vous allez jouer, le jeu va se passer en 2 temps. Un premier temps dans lequel on va poser des ouvriers sur tout un tas de petites actions qui vont prévoir un peu ce que vous allez faire votre tour. Est-ce que vous recrutez des miliciens? Est-ce que vous chargez vos voitures avec des explosifs? Est-ce que vous déplacez les bateaux? Est-ce que vous étendez votre influence sur notre lieu? Il faut planifier tout ça, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et autant vous dire qu'il faut vous concerter avec votre coéquipier sur qui fait quoi, quelles actions on laisse. Vos adversaires feront de même. Vous incarnez chacun et chacune des mafieuses qui ont des pouvoirs bien différents. Pouvoir que vous allez chercher à améliorer au fur et à mesure de la partie. Et surtout, votre but, c'est de marquer 6 points de victoire avant l'équipe adverse. Pour ça, vous devez contrôler un certain nombre de régions. Et les points de victoire, c'est un peu comme les points au foot. Ça avance, on se rapproche de la victoire, mais à la différence que vous pouvez en perdre au fur et à mesure qu'on vous dégomme vos bonhommes. C'est un ascenseur émotionnel intense en permanence. Ça rappelle les meilleures parties de Risk que j'ai fait quand j'étais adolescent. Où ça complote, on dit tiens, on va faire un plan, on change de pièce pour en parler, et on est à 5-0, et hop, le tour d'après, la machine se renverse, et c'est nous qui avons 5, c'est les autres qui ont 0. On est toujours à ça de gagner, c'est absolument épique. C'est pour ça que ça ne se joue qu'à 4. Il y a peut-être des tartines de règles, mais c'est magnifique, c'est absolument génial humainement de savoir ce qui peut se passer dans une partie. 15 jours après, vous pouvez vous raconter la partie, c'est une histoire, la Familia. C'est un grand jeu.
Je dis pas que vous y jouerez tous les soirs de votre vie, mais les fois où vous y jouerez, il se passera quelque chose. Et ça devrait être ça, un cadeau de Noël. Un truc où on offre aux gens, certes des jeux, mais aussi des souvenirs. La Familia le fait très bien. C'est sorti il y a quelques jours. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, il y a très peu de chances qu'il l'ait. C'est tout récent, tout beau, tout nouveau, tout japonais. Le Château Blanc, un petit jeu de plateau, fait par Yellow. Les gens en France qui font les dilemmes du roi, The Crew, Narak, on est sur du jeu de stratégie. Alors il y a écrit Yellow Expert, pas besoin d'être un expert de quoi que ce soit. Si vous êtes un peu passionné par les jeux de stratégie, avec des ressources, des ouvriers à poser, ça va vous parler. Pour nous, tous et toutes dans l'équipe, c'est partie des choses les plus enthousiasmantes auxquelles on ait joué ces derniers mois. On est sur un jeu très minimaliste, avec des estampes japonaises. À chaque fois que vous jouez, vous prenez des dés sur des petits pontons japonais que vous venez poser quelque part dans le château. Faire ça, poser des dés dans le château, vous le ferez que 9 fois dans la partie. Le jeu prend fin très rapidement, et c'est tout le problème de Château Blanc. Vous devrez essayer de récupérer des jardiniers, des guerriers, des sumos, je vous passe un peu les détails. Mais ça va très vite. Il faut faire un maximum de choses pendant ces 9 tours. Et c'est tout le cœur de Château Blanc, faire exploser le jeu. Des fois, vous allez poser un dé et dire « Oh, je prends une ressource, fin de mon tour ». Et vous serez un peu triste. Parfois, vous allez prendre un dé, le poser et dire « Ah, je l'ai posé, je dépense ça, je prends un guerrier. Le fait d'avoir posé le guerrier me permet de poser un jardinier. Le fait d'avoir posé un jardinier me permet d'augmenter une carte de mes revenus, de faire progresser les chemins dans le château. Et wouhou! Et c'est la fête. Votre cœur balance de « Ah, c'est bientôt fini. Oui, mais j'ai tout fait péter. Mais ah, là, j'ai rien fait ce tour-ci. » C'est un exemple même de ce qu'est une super bonne dynamique dans un jeu. Même s'il y a ce petit côté calme, zen, japonais, Château Blanc, c'est de l'énergie en barre. Le moment où on offre un jeu à quelqu'un, on est à Noël, autour du sapin, à déballer nos cadeaux, on cherche forcément à ce que ce soit un émerveillement, à ce que le plaisir de la personne à recevoir ce cadeau se lise sur son visage au moment où il va l'ouvrir. C'est aussi pour ça que on a choisi de mettre dans la sélection le jeu qui vient après, qui est une espèce de grand cadeau méga collector, un peu de luxe. C'est les Châteaux de Bourgogne, l'édition spéciale. Rien que ça, l'immense boîte des Châteaux de Bourgogne. Si vous regardez un peu la chaîne, moi j'ai déjà fait une vidéo il y a des années, je crois qu'il y a 5 ou 6 ans, dans laquelle j'en parle dans les jeux vraiment les 10 jeux que je veux absolument jouer à deux, mes meilleurs jeux pour jouer à deux. Il ressort cette année dans une édition clairement de luxe, avec des plateaux creusés, immenses, une modularité folle de partout, vous pouvez changer les royaumes à chaque partie, il y a des châteaux en 3D à l'intérieur, il y a l'extension sur les vignobles qui n'est disponible que dans cette édition-là, et des petits sacs en simili-cuir pour ranger tout ça. Le super cadeau. Au-delà d'être un objet, les Châteaux de Bourgogne, c'est trop bien. Vous vous dites comme ça, mais qu'est-ce que c'est que cet énorme truc, ça fait peur? Pas du tout. Stefan Feld, c'est un mec super connu dans le monde du jeu, c'est un peu comme quand vous offrez un livre et que dessus il y a écrit Ken Follett. Il y a des tas de gens qui chaque année veulent jouer au dernier Stefan Feld parce que c'est toujours quelqu'un qui fait des jeux brillants et qui tiennent à très peu de choses. Ce n'est pas du tout un jeu hyper complexe. C'est hallucinant chaque fois que je le montre à des gens qui disent « Ah mais c'est tout !» Je dis « Ouais, c'est tout, un royaume à remplir. » Et vous posez des animaux, des châteaux, des mines, des bâtiments à l'intérieur. Et à vous de faire le meilleur royaume et de le remplir plus vite que vos adversaires. C'est excellent à 2, à 3, à 4. C'est dans les 100 meilleurs jeux au monde selon le site de BGG, le site mondial de réputation des jeux. Bon, ça a vraiment... ok, c'est pas donné. C'est Noël. Si vous voulez faire un super beau cadeau à quelqu'un, quelque chose qui va marquer sa vie et sa ludothèque, les Châteaux de Bourgogne de luxe, ça le fait. Si vous êtes abonné à la chaîne et si vous regardez dans le décor, vous vous attendez. Est-ce que je parle du jeu qui vient juste après? C'est pour moi un des jeux qui a marqué l'année 2023 et mon année de joueur en 2023. Certainement dans les jeux auxquels j'ai le plus joué cette année et pour autant, c'est vraiment pas un des jeux les plus courts, les plus faciles à faire jouer, les plus faciles à installer. Ce jeu-là, c'est Revive. Hop là, c'est lui. Un des tout meilleurs jeux de gestion, de stratégie sortis cette année. Dans Revive, le thème peut paraître très abstrait. Vous incarnez des tribus qui, après l'ère glaciaire, cherchent à repeupler le monde, à faire apparaître des petites colonies et à poser leurs petits colons partout dans le monde, sachant que chacun, vous incarnez des personnages différents et vous allez avoir des façons de survivre un petit peu différentes.
C'est un jeu de cartes dans lequel à chaque tour vous allez activer des cartes sur votre plateau, activer des machines sur votre plateau et tenter de produire des ressources et de vous en sortir au mieux. Bien. Qu'est-ce qui fait que Revive me semble, m'a plus amusé en tout cas, que tout plein d'autres choses sorties cette année. Ce que vous demande de faire Revive est très clair. Il y a parfois, vous l'avez sans doute déjà vécu dans les jeux, le moment où c'est à votre tour et vous êtes là genre je fais quoi? Cette sensation d'être un peu paumé. Non, dans Revive, le chemin de pensée est très dirigé vers des objectifs qui vous semblent assez clairs. Vous n'avez jamais cette impression d'être perdu. Il y a une espèce de satisfaction permanente où chaque fois qu'on fait un coup, on se dit ah, le tour d'après je pourrais faire ça. On avance sur des chemins, parce que des choses à faire, il y en a tant et tant. Et à chaque partie, les objectifs ne seront pas les mêmes, les missions secrètes ne seront pas les mêmes, les personnages que vous allez jouer ne seront pas les mêmes. Il y a même à l'intérieur un petit mode de jeu évolutif dans lequel au cours de 5 parties, des nouveaux personnages, des nouveaux types de lieux, des nouvelles façons d'activer vos machines vont rentrer en jeu. C'est trop agréable, c'est 2-4 joueurs, la seule contrainte c'est que ça prend une place folle sur une table, mais pour qui aime bien les jeux de stratégie où on gère des ressources, pour qui aime bien les jeux de cartes où on combine des choses entre elles. Je sais que l'an dernier, un des jeux les plus retentissants, c'était Ark Nova. Pour moi, cette année, dans ce genre, le jeu le plus retentissant de l'année, c'est Revive. On aurait pu mettre Amalfi, on aurait pu mettre Obsession, Ancient Knowledge, Etherfield, c'est très bien aussi, Planet Unknown. Planet Unknown, pourquoi il n'y a pas Planet Unknown dans cette vidéo? Bon, c'est terrible. L'année 2023 a été l'occasion de voir des milliers de jeux sortir dans le monde du jeu et franchement, il y a plein de trucs très recommandables. Tout ce que vous voyez dans cette vidéo n'est qu'une sélection dans nos petits catalogues de jeux que vous pouvez trouver au magasin. Il y en a beaucoup plus. Et sur nos sites internet, il y en a encore beaucoup plus. Si vous parcourez notre chaîne YouTube, pas les propositions qui vont manquer. Pour autant, cette sélection est ce qui nous a apparu le plus percutant dans les jeux sortis cette année. Si dans les commentaires, vous avez des indications à faire aux gens, des recommandations de jeux à faire, c'est ici qu'il faut le faire. C'est ici que ça sera utile à tout plein de gens qui vont chercher leur cadeau de Noël en même temps que vous. Il reste encore quelques vidéos de Noël à être publiées. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous aimez bien les jeux, ça pourra vous servir. Joyeux Noël!